On va reprendre notre marathon des énergies. On a devant nous deux autres énergies importantes. Et on va commencer par l'énergie éolienne. L'énergie éolienne, c'est à la fois très prometteur, ça n'arrête pas de gagner en efficacité, ça gagne maintenant les mers, mais c'est aussi une énergie très critiquée. Et puis pour l'aborder devant vous, on accueille Cédric Philibert, qui est chercheur à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et qui a pas mal écrit sur l'éolien et ses contempteurs. Du coup, à toi la parole, tu as 15-20 minutes. Bonjour à tous. Je ne vais pas vous expliquer comment marche une éolienne, je vais essayer de vous expliquer à quoi ça sert, parce que ça me paraît plus important. Et je vais le faire à partir d'abord de deux diapositives TDF, qui a publié l'an dernier un plan sur une Europe zéro carbone. Alors l'Europe, c'est pas l'Europe, c'est pas l'Union européenne, c'est 15 pays d'Europe autour de la France, il y a le Royaume-Uni, il y a la Suisse, et il n'y a pas toute l'Europe, mais c'est un groupe de 15 pays. Et j'ai trouvé que c'était quand même quelque chose d'intéressant venant de la part du plus gros producteur nucléaire, en tout cas en Europe. Qu'est-ce qu'EDF nous propose? EDF nous dit qu'on va arriver à net zéro carbone, c'est très proche de la stratégie nationale pas carbone française, mais c'est donc sur une autre échelle. L'idée, c'est électrifier un certain nombre de choses, donc de passer dans l'énergie finale de 21% d'électricité aujourd'hui à 57% en 2050, et au fond de se libérer des fossiles, qui sont utilisés directement dans les bâtiments, dans l'industrie et dans les voitures, évidemment. Aujourd'hui, c'est 63% de notre énergie finale, donc c'est très important, on est très dépendant. C'est d'arriver à un tout petit niveau, 4%, et puis quelques autres molécules d'origine diverses, mais souvent biologie, et 57% d'électricité. Donc c'est électrifié. Et cette électrification est en elle-même génératrice d'énormes économies d'énergie. Parce que les packs sont plus efficaces, parce que les voitures électriques sont plus efficaces, parce que les moyens de produire de l'électricité hydraulique, photovoltaïque et éolien sont plus efficaces que les centrales électriques thermiques classiques ou nucléaires qui produisent d'abord de la chaleur, et cette chaleur est transformée ensuite en électricité qui a des rendements qui vont de 35 à 60% dans le meilleur des cas. Donc voilà, on réduit beaucoup la consommation d'énergie, 40%. La consommation d'énergie finale, c'est essentiellement un effet de l'électrification. C'est aussi évidemment des économies d'énergie, c'est les repas thermiques, ce genre de choses-là. Mais c'est quand même fondamentalement un effet de l'électrification. Alors d'où va venir cette électricité? C'est là où ça devient vraiment intéressant. Je vous rappelle que c'est donc EDF qui explique ça. Si on regarde, l'électricité, elle, on passait à 57%, mais d'une quantité d'énergie plus faible, il faut quand même qu'elle augmente, elle augmente de 80%. Elle est multipliée par 1,8. Et d'où va-t-elle venir? Eh bien, fondamentalement, le nucléaire va augmenter de 50%, mais en part, il va réduire parce qu'il ne peut pas suivre l'augmentation de la demande. On a le solaire qui va passer de 7% à 24%. On a l'hydraulique qui ne peut pas beaucoup augmenter, donc il va passer en fait de 11% à 6%. Et ce qu'on a fondamentalement, c'est de l'éolien qui va passer de 15% aujourd'hui, 13% terrestre et 2% maritime, à 44%. 44%, moitié terrestre, moitié maritime. Ça fait au total 77% d'énergie renouvelable, mais donc la très grosse majorité, puisque au total c'est 68%, c'est ce qu'on appelle des énergies renouvelables variables. Donc évidemment, dans le projet d'EDF, il y a aussi beaucoup de flexibilité que je ne t'ai pas détaillé aujourd'hui parce que je vais manquer de temps, mais je vais quand même vous montrer ça. C'est la réponse à la question consommation. Avec le premier intervenant, les batteries, c'est très bien sur la journée, c'est très bien pour le pic du soir et le pic du matin, mais ça ne répond pas à la question de la différence entre saisons. Et la différence entre saisons, par contre, elle se résout avec l'éolien, en complément du solaire, parce que l'éolien fournit surtout en hiver, le solaire fournit surtout en été, et dans les pays qui sont encore tempérés, comme le nôtre, je ne sais pas combien de temps ça va durer, la consommation d'énergie, d'électricité, est en gros 2 fois plus forte l'hiver que l'été. Donc on a besoin, et vous verrez la même chose dans tous les pays dits tempérés, on a besoin de plus d'éolien que de solaire dans ces pays. Au niveau global, c'est différent. Dans les pays chauds, c'est même l'inverse, parce que là, il y a un très bon couplage entre le solaire photovoltaïque et les besoins de climatisation, de refroidissement des cultures, des médicaments, de tout ce que vous voulez. Mais voilà, dans les pays tempérés, l'éolien est très important. C'est lui qui va éviter qu'on ait à se poser des questions trop difficiles en termes de stockage intersaisonnier qui coûterait très cher, parce qu'un stockage qui n'est utilisé qu'une fois dans l'année, ou 2 fois dans l'année, il va forcément coûter très cher.
beaucoup plus cher qu'un stockage qui va être utilisé 365 fois dans l'armada D, voire le double. Alors, quand même, quelques mots sur l'éolien dans ce rôle-là. Vous avez vu la croissance des éoliennes, hein, qui a été impressionnante en taille. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder la croissance des puissances, parce qu'on est passé d'éoliennes toutes petites, en 85, 55 kW, à des machines qui font 5 MW, 4 MW, 6 MW. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que les plus grosses aujourd'hui, la croissance s'est continuée en taille, mais pas en puissance électrique. Pourquoi? Parce que quand on a une puissance électrique plus faible par rapport à la même taille, on va avoir un meilleur facteur de charge et on va avoir une énergie plus régulière qui va être plus facile à entrer dans les réseaux. Autre phénomène intéressant, c'est qu'il y a presque toujours du vent quelque part. Alors, il faut mettre des guillemets, il y a des moments où il y a ce qu'on appelle les Dunkelflaute, des moments où pendant 8 jours, on a peu de soleil, peu de vent et une demande d'électricité forte. Donc ça appelle un traitement spécifique. C'est un des rôles possibles pour l'hydrogène dans le long terme. Dans le court terme, ça va être du gaz naturel et c'est pas un problème parce que ça permet quand même d'accompagner une très forte régression des fossiles dans l'ensemble de l'économie. Mais regardons ça quand même, ça vaut le coup de minutes. Ici, on a par exemple 1 gigawatt d'éolien supplémentaire installé. Si j'installe dans une seule région, je vais mesurer le temps. On va regarder par exemple ce qui est en vert, c'est le temps où est seulement disponible 1,5 150 MW sur le gigawatt que j'ai installé. Et ce temps, en hiver, je mets tout dans une seule région, c'est quand même 29% des temps d'hiver. Donc, c'est un problème. Si je le mets sur la France entière, ça tombe à 12%. Et si je le mets tout au bout là-bas, dans la France et les pays voisins, je tombe à 3%. Et donc, la même puissance installée va me fournir un bien meilleur service si elle est répartie sur un territoire plus vaste. C'est l'intérêt des réseaux, c'est l'intérêt des interconnexions avec le reste de l'Europe. Alors, 2 mots d'économie quand même, le coût des éoliennes, le coût du photovoltaïque, le coût des batteries, ces 3 coûts se sont littéralement effondrés depuis 10 ans. Alors, c'est particulièrement spectaculaire pour le solaire, qui était l'énergie la plus chère et qui est aujourd'hui l'énergie la moins chère. Presque encore plus pour les batteries. Les batteries ont perdu 90% de leur prix en moins de 10 ans. L'éolien fait un peu moins bien, pour le reconnaître, parce qu'il y a beaucoup plus de choses classiques dans une éolienne, si j'ose dire. Mais quand même, son coût s'est fortement réduit. On le voit ici pour le launcher qui était à 127 et qui est maintenant à 42 dans les régions où il y a un peu de vent. En France, c'est double, et je vous expliquerai pourquoi si on a des questions. L'offshore aussi a beaucoup perdu. On a démarré des projets à 250 €, puis à 150 €, puis maintenant on a des projets à 100 € quand c'est pas à 44 €. C'est ce qu'a reconnu le GIEC. Le GIEC a fait une évaluation des procédés, des moyens qu'on a maintenant pour lutter contre le changement climatique. Sur la science du climat, on a beaucoup progressé, mais au fond, les résultats n'ont pas changé. On va doubler la teneur en CO2, ça fait un réchauffement de 2 à 5 degrés. Ça n'a pas beaucoup changé. Par contre, la hiérarchie des instruments de lutte a beaucoup évolué. Plus tôt, il y a 30 ans, il n'y avait pas de hiérarchie. On listait tout. Pour lutter contre le changement climatique, on va faire des économies d'énergie, on peut faire du nucléaire, on peut faire des renouvelables, on peut faire de la biomasse, on peut faire de la capture et du stockage de CO2. Il y avait tout en vrac et il n'y avait pas de hiérarchie. Maintenant, il y a une hiérarchie et cette hiérarchie très claire, elle met le solaire en tête, suivi par l'éolien, la réduction des fuites de méthane, la bioélectricité, la géothermie d'hydroélectricité, le nucléaire, la capture et le stockage du carbone. Et ce qu'il faut regarder aussi, c'est évidemment les coûts. Tout ce qui est bleu là-dedans, c'est ce qui est gratuit. Pourquoi c'est gratuit? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir. Ça coûte de l'argent d'investir, toujours, bien sûr. Mais c'est moins cher maintenant que les alternatives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une centrale solaire, au sol de préférence, question de prix, elle va revenir dans beaucoup de pays du monde. Il y a 5 ans, elle donnait moins cher que de construire une nouvelle centrale à charbon et de mettre du charbon dedans. Aujourd'hui, elle est moins chère que de simplement mettre du charbon dans une centrale qui existe déjà. Et donc, c'est quand même un niveau de compétitivité très important. Et vous voyez que le potentiel à 2030 de ces différents moyens, pour le solaire et l'éolien, il se mesure entre 4 et 5 milliards de tonnes de CO2 par an sur un total de 36. Donc, c'est un potentiel de court terme qui est considérable. Et qu'est-ce qui se passe? De fait, ce potentiel est en train de se développer. Pendant très longtemps, si on regarde la courbe du haut, l'ensemble des renouvelables, on est resté en dessous de 20% du mix électrique moyen.
Et puis, à partir de 2012, on a commencé à le déborder. On est aujourd'hui à 30% et on sera à 40% avant 2028. Donc, ça va maintenant très vite. C'est-à-dire, vous allez voir un autre graphe après, c'est un phénomène qui va en cascade, qui démarre lentement et puis c'est exponentiel dans une partie de la courbe. Évidemment, en fait, c'est pas exponentiel indéfiniment, c'est plutôt logistique, comme on dit. Mais voilà, on entre dans la partie où ça va aller très vite. Bon, là, c'est une perspective un peu plus lointaine, 2035. On voit comment le solaire et l'éolien vont tous les deux dépasser les moyens classiques. Ça, c'est dans le scénario du laisser-faire. C'est pas les scénarios normatifs qui disent qu'il faudrait faire. C'est les scénarios qui disent en fonction des politiques actuelles. Alors, j'avoue que ça a été écrit avant la réélection de Donald Trump, qui va essayer de tout faire pour freiner. Et effectivement, ça n'a pas aidé. Mais voilà, c'était la prédiction. Là, c'était une prévision de l'AIE pour 2035, compte tenu des politiques et des grands places. Alors, Ludo l'a dit, les éoliennes sont critiquées. Je ne compte plus les articles qui disent les habitants de telle région sont vent debout, je suis contre les éoliennes, puisque c'est le titre qui est en gros toujours utilisé. Pour la place qu'elles occupent, alors pour la variabilité, ça j'en reparle pas. Pour la place qui est occupée, pour les effets sur la biodiversité, parfois pour les métaux qui les constituent. Donc, je vais aborder ça très rapidement. La place, en fait, elle est très faible, c'est-à-dire que parfois on mesure l'ensemble de la place couverte par une ferme éolienne, mais l'ensemble de cette place, éventuellement, on n'y habite pas, mais on peut y faire des tas d'autres choses, et notamment tout ce qu'on veut comme culture ou comme élevage. C'est pas ce qui compte, c'est évidemment les surfaces imperméabilisées, les surfaces artificialisées, qui ne dépendent que au fond des routes d'accès, puis de l'emplacement précis de l'éolienne. Et ce sont de très petites surfaces en réalité. Et entre les éoliennes, il faut évidemment de la place pour que le vent se reconstitue et que les éoliennes ne se masquent pas les unes des autres, mais cette place est ouverte à toutes sortes d'activités, bien entendu. Alors, les oiseaux, il y a des éoliennes. Les éoliennes tuent en moyenne 7 oiseaux par an. C'est intéressant de regarder. Alors, là, j'ai ça en Allemagne par l'équivalent allemand de Bird Society. C'est les différentes causes de mortalité d'oiseaux. Ça commence par l'agriculture, changement d'occupation des terres et pesticides. Ensuite, c'est les immeubles et les vitres. Ensuite, c'est les chats domestiques revenus à la vie sauvage ou les chats domestiques tout court. Ensuite, c'est le trafic routier. Et après, on tombe beaucoup plus bas avec les oiseaux, pardon, avec la chasse et avec les éoliennes. C'est ce que vous voyez tout à fait à droite. Et c'est intéressant de comparer ça au reste. Malgré tout ce qu'on fait, et on fait beaucoup de choses pour éviter les collisions avec les autos. Alors, les métaux, quelques mots sur les métaux. C'est vrai que la transition énergétique va demander des métaux, mais c'est surtout la faute des batteries, si j'ose dire. C'est secondairement la faute de l'éolien et du solaire, mais il faut bien voir qu'ici, on ne montre que la centrale. On ne montre pas le combustible. Si on mettait le combustible, on aurait des quantités folles sur le charbon, des quantités importantes sur le gaz naturel, des quantités beaucoup plus réduites sur le nucléaire. Et voilà, des comparaisons seraient tout à fait différentes. Là, on n'a que la centrale, mais ensuite le combustible est gratuit. Il ne faut jamais l'oublier. Voilà, donc on a besoin d'un peu de métaux, mais c'est franchement, dans la transition, c'est quand même surtout le métal pour les batteries qui va être un petit peu juste parfois, qui crée des inquiétudes. Pour les éoliennes, on dit il y a des terres rares, c'est pas une obligation. On sait faire sans. On utilise des terres rares parce que c'est la bonne solution économique, surtout pour les éoliennes à entraînement direct, qu'on choisit volontiers, notamment pour les éoliennes maritimes. Hein. Il y a une éolienne sur Terre terrestre, qui a des terres rares. La proportion est beaucoup plus grande dans les éoliennes maritimes. Pourquoi? Parce que ça aide à éviter d'avoir une boîte de vitesse qui est l'endroit fragile des éoliennes. Alors sur Terre, une fragilité, c'est embêtant. On peut perdre une semaine de production avant que l'éolienne soit réparée. Vous voyez de temps en temps des éoliennes qui ne tournent pas alors qu'il y a du vent, ou une qui ne tourne pas au milieu de 5 qui tournent. Mais par contre, en mer, la réparation est beaucoup plus... Donc on veut éviter ce genre de réparation, donc on met des éoliennes à entraînement direct. Et là, il y a plusieurs façons aussi. Hein, il y en a 2 au moins que vous voyez ici, et avec des teneurs en terres rares qui sont quand même assez différentes dans les 2 cas. Voilà, un petit mot juste sur la biologie. Ça vient de
ça vient du programme des Nations Unies pour l'environnement. Ce sont les effets sur la biologie des différentes activités humaines. Et vous avez en particulier des fossiles. Vous avez, c'est quoi le gros, le vert? C'est nos interconnexions, notre interaction avec la biomasse. Les poissons, les bois, les forêts, l'agriculture. Ça, c'est l'énormité du vert, c'est nos interactions avec la biomasse. Et puis, alors les deux, je ne vous expliquerai pas le détail des deux trucs. Il y en a un, c'est l'occupation des sols, l'autre, c'est les changements dans l'occupation des sols, donc c'est assez sioux. Mais ce qu'on voit, c'est que ce qui est jaune, c'est l'extraction minière, les métaux, et c'est en termes de biodiversité, c'est quand même tout petit à côté de l'ensemble de nos activités, et notamment de nos activités vis-à-vis de la bio. Voilà, je vais avoir fini. La transition, je pense, va accélérer fortement. Elle est lente au début, mais on va avoir l'éolien et le solaire qui vont remplacer l'électricité, gaz et charbon, et ça va se précipiter. D'ailleurs, on commence à le voir en Chine aujourd'hui. Ensuite, vous avez un remplacement de beaucoup de molécules par beaucoup d'électrons, et vous allez avoir un remplacement par de l'énergie utile de beaucoup de gaspillage qu'on a dans les moteurs thermiques ou les centrales thermiques. Et en fait, ça ne devrait pas nous étonner, parce que c'est quelque chose que les historiens savent certainement, mais je vois que Thomas n'est pas d'accord, c'est que dans beaucoup de cas, on a vu des substitutions se faire très rapidement avec cette espèce de pattern en X, où il y a un composant qui arrive, qui met longtemps à se développer, puis qui suit une croissance très rapide, et à ce moment-là, un nouvel arrivant qui, hop, tout à coup arrive et se développe rapidement, et à ce moment-là, la technologie qui était là s'efface assez rapidement en réalité. Je vous remercie de votre attention. Applaudissez-le copieusement, parce que demain, on va pas il y a rarement vu. Bon, du coup, on va de nouveau prendre des questions deux par deux. On a plus de temps grâce au talent de concision de Cédric. Du coup, n'hésitez absolument pas. Question devant. Oui, bonjour, merci beaucoup pour la présentation. J'ai une question sur la complémentarité dans la saisonnalité PV éolien que vous avez montré, parce que pour avoir fait ce genre de calcul, la production éolienne est assez variable d'une année sur l'autre. Alors c'est très facile de trouver un mix PV éolien qui soit comme on veut sur une année, mais l'année d'après il marche moins bien. Donc est-ce que ce que vous avez montré est sur une année particulière ou est-ce qu'il est sur 10-20 ans? Ça va de prendre une deuxième. Il y a Jean-Baptiste, il y a quelqu'un d'autre. C'est non ici. Moi, c'était plutôt une remarque sur ce dernier graphe qui vraiment reflète l'erreur classique de confondre les dynamiques technologiques et les dynamiques matérielles. Effectivement, il y a plein de technologies qui deviennent obsolètes, mais l'histoire des matières est très différente. Or, le problème environnemental, c'est un problème de flux de matière, et pas tant que ça, un problème de technologie. Je voulais aussi faire remarquer qu'il y a des graphiques qui sont vraiment problématiques. Par exemple, le nombre de chevaux dans le monde stagne depuis les années 1960. Le nombre de buffles a doublé depuis les années 1960. Il y a de plus en plus de traction animale dans le monde, curieusement. Voilà, donc je voulais simplement pointer le problème de ce genre de graphique. Ça fait du pain sur la planche. J'ai pas choisi l'année. Hein. Je sais pas si elle était particulièrement bonne ou particulièrement mauvaise. Honnêtement, je l'ai pas choisi. J'ai repiqué le graphe sur dans un document allemand je l'ai fait très longtemps que je travaille celui-là parce que j'ai rarement trouvé un graphe aussi explicite, aussi simple. Donc c'est celui-là que je me promène avec. Oui, il y a une variation d'année en année, bien sûr, de l'éolien qui peut être de plus ou moins 20%. Je crois qu'on est d'ailleurs en ce moment dans une année très faible. Voilà, il y a eu une très mauvaise année aussi en 2012-2013 et puis l'année d'après a été normalement bonne. Voilà, donc les gens qui annonçaient que c'était la fin du vent et que les éoliennes allaient freiner le vent, ils en sont pour leurs frais pour l'instant. Après, peut-être que le réchauffement climatique va freiner le vent, je ne sais pas. Il y a des affirmations pas très fermes à ce sujet sur des évolutions des régimes de vent dans diverses parties du monde. Donc on ne peut pas être hyper affirmatif sur ce sujet. Là, oui, alors je ne sais pas quelle est la différence, honnêtement, entre technologies qui font de l'énergie et autres technologies, chauffe m'échappe. Là, je sais pas, j'ai un remplacement de la vapeur par l'électricité dans l'usine. Je ne vois pas pourquoi le remplacement du charbon par le photovoltaïque serait d'une loi différente. Si c'est le cas, il faudra m'expliquer parce que j'ai encore pas compris.
Juste un petit complément sur le vent. Je crois que dans le rapport RTE Futur énergétique, ils évaluent sur 50 années la variabilité et ils trouvent quand même une complémentarité entre solaire et éolien parce que le vent souffle quand même plus en hiver et au printemps et le soleil brille plus en été. Bien sûr. Mais du coup, il y avait une question au centre, s'il y en a peut-être d'autres. Vous l'avez à peine abordé, mais que faites-vous de l'acceptation sociale Ok. de l'éolien? Deuxième question. Ouais, c'était une question par rapport au LCOE, au coût de l'énergie éolienne, enfin des différentes énergies. C'était juste une remarque. En fait, le coût unitaire de chaque énergie est intéressant pour voir comment l'énergie devient en fait compétitive dans la durée. Mais ce qui compte aussi, c'est le coût global du mix énergétique des énergies permanentes qui doivent compenser aussi les énergies intermittentes. C'est l'équilibre global qui est important en fait. Alors, la première question d'acceptabilité sociale, les sondages ne bougent pas beaucoup. C'est-à-dire qu'en gros, les Français sont 3 sur 4 sont favorables à l'éolien et 4 sur 5 sont favorables au solaire. Et en gros, ça ne bouge pas. Après, vous avez évidemment, chaque fois qu'on met un projet quelque part, vous avez des gens qui sont contre ce projet parce qu'il est près de chez eux. Chez nous, je dirais que ce phénomène est renforcé par l'existence de quelques organisations qui, bien organisées, bien affûtées, qui s'empressent toujours de mettre du sel sur les plaies, et de l'huile sur le feu, enfin, comme on voudrait, l'uranium, non, ça, pardon. Et donc, voilà, c'est un état de fait. Alors, il y a des projets qui rencontrent moins d'opposition, c'est quand ils ont été conçus par les gens d'un village ou d'une région et qui ensuite font appel à un développeur et à une banque, etc. Cela passe mieux parce que dès le début, la gouvernance, ça c'est le cas plus favorable, ou en tout cas, les retours d'investissement sont partagés. Mais il y a toujours par la fiscalité environnementale des retours d'investissement. Moi, j'ai entendu le maire de Montreuil-sur-Mer, 49 communes dans l'intercommunalité, qui a 107 éoliennes et qui en demande d'autres parce qu'il a financé plein de choses chez lui, son centre d'activité, son centre de loisirs, son centre de santé, voilà. Donc, il y a des gens qui en demandent, des gens qui n'en collent pas, mais je ne crois pas qu'il y ait un problème majeur d'acceptabilité, sauf évidemment là où les gens se mettent à démonter les pneus, démonter les roues des gens qui viennent faire la prospection. Ce qui arrive quelquefois. Suite à LCOE. Alors, le SEO, vous avez raison, ce qu'on peut. Mais je ne dirais pas. Enfin, il faut regarder l'équilibre des systèmes globaux. Je suis bien d'accord avec vous. Ça ne veut pas dire qu'on peut ajouter, comme on vous lit parfois, ajouter à l'éolien, parce que l'éolien, c'est, mettons, un facteur de charge de 25% pour l'éolien terrestre, ou c'est en train de monter doucement, mais ça monte doucement. On peut ajouter le coût des 75% qui restent. Ça, c'est complètement fictif. Mais c'est vrai qu'il faut regarder le global. Ça prend l'ensemble des ressources, ça prend le réseau, ça prend les efforts de réseau, etc. Alors, il y a beaucoup de chiffres qui sont avancés dans la presse. Il faut regarder que sur les réseaux, les 100 milliards de RTE, il y en a 37 qui sont pour les éoliennes offshore. Ça, c'est un gros investissement public. Après, vous avez 10% du reste qui est lié à la variabilité des renouvelables, et ils avaient 90% du reste qui est dû à vétusté, qui est dû aux nouvelles demandes d'électricité, qui est dû à la nécessité de renforcer des réseaux. Donc voilà, il faut mesurer les choses, je suis tout à fait d'accord, il faut les mesurer objectivement. Vous avez les études RTE qui ont fait ce travail sur 6 scénarios, 3 avec du nouveau nucléaire et 300, qui montraient que jusqu'à 50%, ça valait le coup d'ajouter du nucléaire dans le mix. Alors certains disent qu'ils sont arrêtés là parce qu'ils n'avaient pas le droit d'aller au-delà, mais non, ils écrivent textuellement, au-delà, il n'y a plus d'avantage à rajouter du nucléaire. Voilà. Et puis c'est fait, je dirais, il y a en 2021, et je pense que depuis, on a malheureusement une autre opinion sur du coût des EBR2. Et sur le coût du BV qui a chuté. Oui, pas seulement le coût d'ailleurs. Oui, mais absolument. Mais ça, on le savait, ça c'était plus ou moins prévu. Ça allait plus vite que prévu, comme toujours tout avec le PV. Voilà, et puis j'arrive sur les coûts du nucléaire. D'autres questions? Il y en a une là-haut à droite et ici. Là.
Bonjour, merci pour votre présentation. Je voulais juste revenir sur les risques pour la biodiversité. J'aurais aimé savoir sur quoi vous vous basiez pour évaluer le, le niveau d'impact. Parce que vous disiez que, par exemple, les éoliennes, c'est que 7 oiseaux morts par an. Sauf que certaines associations, dont Sea Shepherd, ont montré que pour certaines espèces d'oiseaux marins, une augmentation de 1 à 5% seulement de leur mortalité pourrait mettre en jeu la survie des espèces. Voilà, merci. Alors, bon, moi je suis. Vous avez une question? Pardon. Oui, merci pour cette présentation. Tout à l'heure, vous avez parlé que l'usage des terres rares n'était pas forcément nécessaire, ou tout du moins peut-être nécessaire pour les éoliennes offshore. Par contre, dans la production de ces éoliennes, on a besoin de composites, des résines composites qui, elles, vont aujourd'hui être déployées sur l'ensemble des éoliennes. Par contre, demain, on va devoir les recycler. Aujourd'hui, il n'y a pas de filière. On a des cimetières. Est-ce que ça, vous prenez en compte? Est-ce que derrière, il y a des solutions ou plutôt des choses qui permettent d'avancer et d'évoluer la production de ces bannes? Alors, deux questions différentes. Je pense que Sea Shepherd s'est surtout intéressé à la biologie marine. La réalité constatée partout où il y a des parcs marins, c'est que la biologie marine est plutôt en meilleur état là où il y a des parcs marins et d'éoliens. Qu'une raison simple, c'est parce que le chalutage y est impossible. La pêche sélective y est possible, mais le chalutage y est impossible. Et si on veut protéger les fonds marins et l'avenir de la pêche, interdire le chalutage est la meilleure des choses possibles. Donc, c'est ce que font les éoliennes, sans l'avoir voulu, dans des zones précises. Voilà. Et on a un effet récif partout, là sur le pied des éoliennes pour ce qui est des coquillages, mais globalement, la biologie marine se porte plutôt mieux là où il y a des éoliennes marines que là où il n'y en a pas. Ensuite, sur les oiseaux. Parler des oiseaux, ben. Je ne sais pas s'il parlait des oiseaux marins spécialement. Je ne sais pas, j'ai pas lu cette étude, j'ai vu, je sais. Les composites, c'est intéressant parce qu'on s'intéresse aux composites des éoliennes et pas aux composites en général. Alors les composites en général, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que c'est maintenant la première source industrielle de gaz à effet de serre, la première, devant la Syrie, en Europe, pas dans le monde, mais en Europe, c'est la première. C'est intéressant parce que le recyclage est très limité. Et c'est pas seulement vrai pour les pales d'éoliennes, c'est vrai pour tous les plastiques, parce qu'en général, alors il y a des plastiques plus durs, notamment ceux des pales d'éoliennes, mais les plastiques, après un usage ou deux usages, éventuellement après un recyclage mécanique, ils ont une valeur résiduelle très faible et les recycler chimiquement, ça prend autant d'énergie que les produire dès le premier jour. Et donc, on est en train de revenir. Je vous invite à lire le rapport chez Zénon sur les plastiques, un matériau d'avenir, de Robin Girard et René Grimaud, qui est excellent et qui explique que, en fait, finalement, on devrait peut-être, pour les plastiques, revenir à l'idée d'enfouissement, parce qu'au fond, c'est du stockage de carbone qui est sûr, parce que le gaz, il n'y a pas de gaz qui va s'échapper. C'est pas de l'enfouissement à l'ancienne avec toutes les ordures ménagères mélangées et qui fait du méthane et qui pollue les sols forcément. C'est un enfouissement qui est très stable en fait et qui au fond protège à la fois les eaux souterraines et l'atmosphère des plastiques. Mais franchement, le problème des éoliennes, c'est une toute petite partie du problème de l'ensemble des problèmes de plastique. Après, il y a d'autres problèmes qui sont de type sanitaire avec les PFAS et les phtalates sur lesquels on n'a pas tellement de solutions connues, sinon changer un peu la composition les additifs. Dernière question, il y avait Jean-Baptiste, mais on en a déjà posé une, du coup si quelqu'un n'en a pas posé. Ah, madame, je suis désolé. Merci pour votre présentation. Vous avez parlé de la baisse du prix payé de l'électricité. Qu'en est-il des acteurs économiques de l'éolien en Europe, en France, en Occitanie, quand on voit que le photovoltaïque part en Chine et qu'il n'est certainement peut-être pas le seul? Sûrement où sont produites les éoliennes? Je pense que ça c'est la question. Il y a eu deux définitions ou pas? Non, il n'y en a pas deux. Ah, c'est la fin. Ok. Alors, dans le secteur des éoliennes, c'est pas du tout la situation qu'on rencontre dans le secteur du photovoltaïque. Dans le secteur du photovoltaïque, c'est clair que 85% de la production aujourd'hui est en Asie, ou 90% et 85% en Chine. Je parle évidemment de la création des modules. Après, même dans le photovoltaïque, il faut
pas oublier qu'il y a une bonne base de la valeur qui est avant ça, créer les machines, créer les procédés, etc. L'INES est très utile à ça, c'est une partie de la valeur. Et l'autre partie, c'est en aval, c'est installer, c'est mettre en route, c'est faire marcher. Et tout ça, en tout, ça fait les 2 tiers de la valeur. Il y a 1 tiers de la valeur qui est en Chine. Pour les éoliennes, la situation aujourd'hui est quand même très différente parce qu'on a des fabricants partout en Europe et on a des fabrications, notamment dans le maritime, qui sont européennes et françaises. On a des usines, alors, elles sont françaises. Les usines sont parfois localisées en France, elles ont un drapeau étranger, ça peut arriver. GE a une usine, il y a des usines de pales, il y a des voilà. Mais on a en gros tous les composants sont faits, en tout cas en Europe et pour beaucoup en France. On a de quoi faire à peu près tous les composants, mais parfois effectivement dans une usine qui est une partie d'une société internationale, d'une multinationale. Eh ben, on peut remercier Cédric Philibert, c'était super clair. Merci beaucoup. Merci à vous.